dernière intervention de ce Paris Math 2022. Je suis très heureuse de recevoir Philippe Chalmin. Bonjour monsieur. Philippe Chalmin, vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous publiez tous les ans le rapport Cyclope sur l'état des marchés mondiaux. Et vous avez accepté de nous donner votre vision de ce qui nous attend dans les prochains mois sur le terrain économique. Je vous cède le micro et la place. Merci beaucoup. Et c'est pour moi un plaisir que de retrouver, après quelques années, ce rendez-vous de l'assurance maritime Paris Math. C'est vrai que les circonstances sont quand même tout à fait particulières, puisque, appelons un chat, le monde vit un véritable choc lié d'une part à la pandémie, qu'il ne faut pas oublier, d'autre part à ce dont vous venez largement de parler, la guerre en Ukraine. La pandémie qui nous avait empêché d'ailleurs de nous réunir ces dernières années, il faut quand même rappeler que c'est la pandémie la plus grave que le monde ait connue depuis un siècle. La grippe espagnole, il y a exactement un siècle, avait fait entre 50 et 100 millions de morts sur une population mondiale de 1,5 milliard d'êtres humains. Donc c'était quand même beaucoup plus important. Nous sommes aujourd'hui, ne regardons pas les chiffres officiels, mais regardons les évaluations en termes de surmortalité. Nous sommes probablement aujourd'hui au niveau planétaire aux alentours de 25 millions de morts sur une population de 7 milliards d'êtres humains, mais avec une dimension, je dirais, de communication autour de cette pandémie, de prise de précaution, de confinement qui, comme vous le savez, a provoqué le recul économique le plus fort en 2020 que le monde ait connu depuis la crise de 1929. Donc une pandémie majeure, une pandémie qui n'est pas terminée, vous le savez bien, le zéro Covid continue à marquer la Chine et nous voyons même en France quelques résurgences. Je ne vois pas dans la salle beaucoup de masques, peut-être devrons-nous dans les jours à venir reprendre cette sinistre habitude. Donc, pandémie d'une part, guerre d'autre part, et il faut quand même rappeler que nous sommes confrontés à la guerre classique la plus grave que au moins l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pandémie plus guerre, c'est à mon sens, et là je vous en donne ma lecture d'historien, c'est ma thèse, et comme toute thèse elle est discutable, nous sommes confrontés à mon sens, à une crise majeure, une crise un petit peu équivalente à ce que le monde avait connu dans les années 30, puis dans les années 70. Un de ces moments forts qui marquent l'histoire à la fois géopolitique et économique de la planète. Dans les années 30, je ne reviens pas là-dessus, mais ça avait marqué de manière symbolique la fin du libéralisme, la montée vers la Seconde Guerre mondiale, et puis quand même tout ce qui avait marqué l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les 30 glorieuses. La crise des années 70, qui n'a pas été une crise économique aussi marquée que celle des années 30, que celle d'aujourd'hui, elle avait été quand même marquée au fond le clap de fin des 30 glorieuses de l'après-guerre. Elle avait été marquée, vous souvenez-vous, par les chocs pétroliers, par la fin du système monétaire international, et elle s'était conclue par une longue période de stagflation avec la remise en cause, alors paradoxalement, la remise en cause de ce qui avait bien marché durant les 30 glorieuses, c'est-à-dire l'économie sociale de marché, et finalement, tout ceci s'était conclu par une sorte de retour du libéralisme, les années Thatcher, Reagan, Mitterrand, grand libéral s'il en est, et tout un vent de dérégulation qui avait préparé finalement 30 autres glorieuses, avec en 1990 la chute du communisme soviétique, avec la poursuite de l'ouverture de la Chine. Nous avons connu grossièrement entre 1990 et 2020 30 glorieuses, ce que j'appellerais les 30 glorieuses de la mondialisation heureuse. La mondialisation, c'était quoi? C'était la maîtrise du globe. Pour la première fois, un
thème cher à Fernand Braudel, la notion d'espace-monde qu'il avait un petit peu théorisé autour de Venise, d'Anvers, d'Amsterdam. Pour la première fois, l'espace-monde couvrait la planète entière et les hommes maîtrisaient à la fois le temps réel et l'espace avec, et vous en avez largement profité, ces norias de navires qui couvraient la planète et qui permettaient de gérer des chaînes de valeur à l'échelle littéralement de la planète. C'était aussi un temps de révolutions industrielles, le temps de la puce, du gène, et puis surtout le temps du retour à l'économie de marché. On avait l'impression qu'entre le globe, la puce, le gène et le marché, nous avions trouvé une sorte de martingale idéale qui permettait d'imaginer que le monde était sorti de ses affres. Souvenez-vous, au début de ce siècle, un philosophe américain, Francis Fukuyama, avait écrit un livre, Le dernier homme et la fin de l'histoire. Oui, quelque part, nous pensions avoir atteint la fin de l'histoire. Vous savez, à la fin des contes de fées, le beau prince et la jolie princesse sont heureux, ils ont beaucoup d'enfants, et on nous dit, ben, mes enfants, ceci est la fin de l'histoire, puisque les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Nous avons rêvé que le 21e siècle serait celui de la fin de l'histoire. Certes, on aurait pu quand même déjà lire un certain nombre de craquements. La crise de 2008, nous en avons parlé en cette enceinte il y a déjà quelques années, mais au fond, on y voyait là les excès de la spéculation financière, de quelques sales gamins jouant avec des algorithmes sur les marchés financiers. Tout ceci pouvait et finalement fut assez vite oublié. On aurait pu remarquer quand même que ces pays émergents, ces BRICS, souvenez-vous de cet acronyme lancé par Goldman Sachs, que ces BRICS, ben, c'était peut-être pas aussi génial que ça en avait l'air. Le Brésil branlé du manche, la Russie n'était qu'un émirat pétrolier, l'Afrique du Sud et l'Afrique au sens large n'avaient pas commencé à décoller. Il restait certes la Chine, l'Inde, et notamment la Chine qui tirait le monde et dont la machine manufacturière nous garantissait chaque jour des prix plus bas pour nos biens manufacturés. Et puis voilà la crise que nous vivons aujourd'hui, la pandémie plus la guerre, et soudain, ben, ces caractéristiques de la mondialisation, elles éclatent. Le globe n'est plus un. Il est totalement fracturé et c'est une fracture qui va durer au-delà probablement même des guerres. Vous avez sur les chaînes de télévision en continu, on a eu pendant 1 ou 2 ans les professeurs de médecine qui nous expliquaient ce qui allait se passer sur le Covid. Maintenant, nous avons des généraux en retraite qui nous expliquent ce qui va se passer en Ukraine. Parfois, il y a des économistes, mais ça n'est pas très sérieux. Mais finalement, ce dont on peut être à peu près sûr, c'est que ce monde, cet espace-monde unique, il s'est totalement fracturé entre d'un côté le camp des despotismes, celui des autocratie et de l'autre celui des libertés. La gouvernance mondiale a quasiment disparu. Certains d'entre vous ont-ils remarqué que il y a 10 jours s'est tenue la conférence plénière de l'Organisation mondiale du commerce. C'est passé totalement inaperçu, à part quelques embouteillages à Genève, parce que, tout simplement, il n'y a pratiquement plus de contenu dans cette OMC. Le G7, qui était censé, et qui s'est terminé, je crois, hier, qui était censé gérer les affaires de la planète, ne représente plus qu'un seul côté de la planète. Et vous voyez, lorsque je parle, bien entendu, de ce globe fracturé, vous voyez tous les engorgements qu'il y a dans les chaînes de transport. Je pense que vous avez dû parler du marché des conteneurs, etc. Non seulement l'augmentation des prix, les engorgements, le fait que les chaînes de valeur en elles-mêmes se trouvent aujourd'hui totalement remises en cause. Les technologies elles-mêmes sont contestées, d'une part parce que ces hommes qui rêvaient quelque part d'une sorte de vie éternelle se trouvent confrontés à de bêtes petits virus et doutent
de la capacité des hommes à gérer ces pandémies. Et d'autre part, que dire, bien entendu, de la crise climatique qui ne cesse finalement de remettre en cause quelque part nos modèles de croissance, ce que nous retrouvons d'ailleurs au passage dans les urnes dans un certain nombre de pays. Enfin, l'économie de marché se trouve elle-même contestée par la reprise en main par les États, par le rôle de plus en plus important des États dans la conduite économique des pays, et puis aussi par toutes ces vagues populistes qui ont submergé nombre de nos démocraties. Donc, quelque part, nous sommes en face d'une rupture majeure que j'aurais tendance à comparer avec ce que nous avons connu dans les années 70. Alors, qu'est-ce qu'il peut en sortir maintenant? À court terme, je ne me hasarderai pas à faire des prévisions géopolitiques. Je ne sais absolument pas, et je pense que nul d'entre vous, on peut avoir des avis, bien entendu, mais ne voit comment on arrivera à sortir de cette guerre en Ukraine, si même elle ne se terminera pas par une sorte de guerre de tranchées, avec quand même le blocage à peu près total du littoral de la mer Noire. Mais derrière l'Ukraine, n'oubliez pas qu'il y a Taïwan, qu'il y a cette réunion extrêmement importante du Parti communiste chinois à l'automne, dans lequel Xi Jinping va totalement changer les règles d'un jeu établi par Deng Xiaoping, dans lequel un gouvernement en Chine ne pouvait pas rester plus de 2 fois 5 ans. On avait eu pendant 10 ans Jiang Zemin, pendant 10 ans Hu Jintao. On devrait normalement voir Xi Jinping quitter la scène en septembre-octobre prochain. Ce ne sera pas le cas, et on voit bien le retour du despotisme chinois avec finalement cette volonté d'un retour nationaliste, y compris des tensions autour de Taïwan. Et puis n'oublions pas que cette géopolitique mondiale, nous nous focalisons bien entendu tous sur l'Ukraine. N'oubliez pas que le Golfe arabo-persique n'est pas un havre de paix et d'amour du prochain, que nous avons nombre de conflits latents en Afrique, que l'Amérique latine est en train de prendre des voies économiques qui peuvent largement inquiéter. À court terme aussi, il faut bien appeler un chat un chat. Nous sommes dans une situation qui est manifestement une situation de stagflation. Nous avons été un peu trop euphoriques l'année dernière. 2020, la plongée économique mondiale. 2021, ça repart extraordinairement. L'argent coule à flot, les robinets sont ouverts et on retrouve des niveaux de croissance que l'on n'avait pas connus jusque-là. Et donc on imagine qu'on va retrouver le temps d'avant et que tout va se passer sans aucun problème. Non. Nous sommes en train de vivre un retour sur Terre difficile. Chacun anticipe aujourd'hui une récession aux États-Unis l'année prochaine. Vous avez vu les prévisions, je reprends simplement la croissance économique française, 2,5 cette année. La Banque de France nous dit 1,3 l'an prochain. Nous revenons sur des niveaux de croissance médiocres, de l'ordre de 1 à 2%, au même moment où, sous le choc de l'énergie, sous le choc des marchés de matières premières, mais pas seulement, sous le choc aussi de la demande, nous assistons à une poussée inflationniste. Nombre de pays sont aujourd'hui, des pays développés, sont aujourd'hui dans la zone des 10% d'inflation. La France reste un peu modérée. Les perspectives sont de l'ordre de 7% d'ici la fin de l'année. Faible croissance, forte inflation, ça s'appelle la stagflation. La stagflation, pour ceux qui en sont de ma génération, c'est effectivement ce que l'on avait connu à la sortie des années 70 et qui avait duré quand même une bonne partie des années 80. Du court terme, je passe donc au moyen terme. Au moyen terme, ce que nous voyons, c'est essentiellement un changement de modèle économique. Le temps où nous pensions que tout devait passer par la logique du marché, le temps où l'on ne discutait que dérégulation, y compris
pour des biens essentiels, comme l'électricité par exemple. Eh bien aujourd'hui, tout ceci se retrouve remis en cause par un retour de l'État, par une prééminence des politiques publiques. C'est à mon avis un tournant majeur, de la même manière que les années 30 avaient mis un peu un terme au libéralisme, que les années 70 avaient rouvert la boîte du libéralisme. Il me semble que les années 2020 seront marquées par une régression de l'économie de marché, par une plus grande intervention à des niveaux très différents de l'État. Par contre, ce qui est clair aussi, et ça, ce serait peut-être l'élément positif, c'est que l'accumulation des crises va probablement nous obliger à une accélération des transitions, que celles-ci soient économiques, mais que celles-ci soient aussi environnementale et énergétique, et ceci largement motivé par la persistance des crises. Et au fond, j'en reviens à mes chères matières premières, à mes commodités, ce qu'il est important, c'est de bien voir que ces marchés aujourd'hui sont le reflet des tensions de la planète. Nous vivons aujourd'hui quatre crises qui forment un peu système. Vous savez, en philosophie, chaque élément du système est ce qu'il est dans et par sa relation avec les autres. Eh bien, c'est un peu cela qui se passe. Il y a une crise logistique, une crise énergétique, une crise industrielle, une crise agricole. Je vais en dire un petit mot rapide, simplement pour vous rappeler que certes, vous êtes, je pense, focalisé un peu ce matin sur la crise ukrainienne, mais que tout avait commencé bien avant. Si je reprends simplement les moyennes de prix 2021 par rapport aux moyennes de prix 2020, le prix du gaz naturel en Europe, il avait augmenté l'année dernière de 397% en moyenne. Le prix du fret conteneur avait augmenté de 297%, etc., etc. Le prix des produits alimentaires avait augmenté de 64%. Et donc, il faut bien situer que bien souvent, l'Ukraine, certes, elle a aggravé la chose dans le champ énergétique, elle a aggravé symboliquement la chose dans le champ agricole. Elle a eu quelques conséquences sur certains marchés de produits industriels, sur l'acier par exemple. L'usine Azovmetal de Mariupol, elle produisait 4 millions de tonnes d'acier par an. Bon, ben, actuellement, inutile de vous dire qu'elle n'en produit plus rien et que ceci explique bien entendu les tensions que l'on peut connaître sur un certain nombre de matières premières industrielles. Mais l'Ukraine n'est pas tout et il faut la resituer de manière beaucoup plus large. Si je reviens sur les quatre crises, je vais très rapidement sur la crise logistique, vous la connaissez. Pendant des années, nous avons pu avoir des chaînes de valeur, nous avons pu importer des produits, des pièces détachées. Lorsque une boîte à un 40 pieds entre la Chine et l'Europe, ça valait 1000 à 1500 $. Aujourd'hui, il vous en coûte 8-10 000 $, sans compter les retards, sans compter finalement la remise en cause de toutes les chaînes qui jusque-là nous avait permis de bénéficier de biens manufacturés à des coûts de plus en plus faibles. Je n'insiste pas là-dessus, simplement ayons en tête que cette crise logistique, elle est probablement là pour durer et pour durer plus longtemps. Et je vous rappelle que dans le champ des conteneurs, l'Ukraine n'y a aucune responsabilité. Crise énergétique ensuite. Et l'originalité de cette crise énergétique, c'est qu'à la différence des années 70 où elle était née sur le pétrole, c'était les deux chocs pétroliers, là, ce que nous avons connu avant tout, c'est un choc gazier. Et c'est d'autant plus important, notamment pour l'Europe, que l'Europe avait fait du gaz, et surtout du gaz russe, l'élément central de sa stratégie de transition énergétique, légèrement idéologisée, j'en conviens, puisque on avait décidé qu'il ne fallait plus le nucléaire, c'était mal, qu'il ne fallait pas de gaz de schiste, c'était mal, qu'on allait essayer de sortir du charbon, qu'on allait tout mettre sur le renouvelable. Malheureusement, ce renouvelable
avec des technologies qui ne nous permettent pas encore de suffisamment stocker l'énergie et l'électricité, eh bien ce renouvelable, il a le défaut d'être intermittent. Et donc, il fallait dépendre à ce moment-là d'une autre source d'énergie de manière à assurer le fond de production. Et cette source d'énergie, ce serait le gaz naturel. Et comme nos voisins russes étaient là, qu'ils étaient gentils, qu'ils maintenaient le prix du gaz à des prix extrêmement favorables, pourquoi ne pas dépendre du gaz russe? Nous nous sommes mis dans une situation dans laquelle l'Europe a mis sa tête sur le billot du gaz russe. Et lorsque Vladimir est arrivé avec la hache, nous commençons bien entendu à couiner. Vous le comprenez bien. La situation aujourd'hui est extraordinairement tendue, assez logiquement du fait des sanctions. Nous allons essayer de nous passer du gaz russe. Manque de chance, vous le savez pour ceux qui assurent des méthaniers, eh bien le marché du gaz naturel liquéfié est relativement tendu. Tout dépend de la demande asiatique, de la demande européenne. Et quand bien même nous arrivons à avoir du GNL, nous avons des problèmes de capacité de regazéification et même des problèmes de réseau à l'horizon de l'automne prochain, si bien que si quand même on arrive à remplir nos réservoirs, nous aurons quand même des problèmes de circulation de gaz à l'intérieur de l'Europe, ce qui fait qu'on ne peut exclure effectivement non pas des pénuries, mais au moins des limitations d'utilisation de certains secteurs industriels, notamment dans des pays comme l'Allemagne. Il faut s'y attendre. Vous avez tous lu probablement la tribune des trois grands patrons, Total Énergie, EDF et Engie, dans le JDD ce dimanche, nous appelant à être un tout petit peu plus raisonnables dans nos consommations. Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui sont français et qui regardent leur facture EDF, que vous payez aujourd'hui votre électricité à 70 € le mégawattheure, là où aujourd'hui le marché de gros se balade, suivant les pays, entre 200 et 300. Il est admirable de plafonner le prix du gaz comme nous le faisons, le prix du gaz comme nous le faisons aujourd'hui. Il faut rappeler là aussi que là où on essaie de le plafonner sur des bases de 40 € le mégawattheure, nous sommes sur le marché libre à 113 € et à des moments de folie au mois de mars, on était monté à 350 €. Ceci a des conséquences bien entendu sur le prix de l'électricité, ceci a des conséquences sur le prix des engrais et on va le retrouver bien entendu sur la situation agricole, et ceci a eu des conséquences aussi sur le marché du pétrole. Il faut le rappeler aussi, au départ en 2021, la crise n'est pas vraiment pétrolière. Aujourd'hui, elle est d'une complexité infinie, puisque je crois savoir que vous n'assurez plus les navires chargeant du pétrole russe. C'est bien, c'est bien. Le résultat, c'est que cela va diminuer les exportations russes et même la production russe de pétrole. Le résultat, c'est que le marché va être en déséquilibre. Les pays de l'OPEP ont dit, nous, ça ne nous concerne pas, nous ne compensons pas le manque à produire russe. Et donc, nous avons aujourd'hui, le pétrole reste dans des zones presque nettes, presque raisonnables, entre 110 et 120 $ le baril. Mais on peut imaginer des tensions à venir relativement proches. Nous sommes au cœur aujourd'hui d'une crise énergétique majeure et il faut en avoir conscience. Le pétrole, le prix que vous payez à la pompe, à la limite, c'est la face, c'est la partie émergée d'un iceberg qui montre bien la nécessité, d'ailleurs, qu'il y a en Europe à redéfinir ce qu'est notre transition énergétique, parce que pour l'instant, à vouloir faire toujours plus vert, nous sommes arrivés à ce paradoxe de sombrer dans le noir du charbon. Ce paradoxe extraordinaire de fermer Fessenheim et d'ouvrir Saint-Avold. J'avoue que là, on marche totalement sur la tête, mais bien entendu, je n'engage que moi. Troisième crise, une crise industrielle, là aussi liée à la reprise de tous les marchés, de la demande industrielle en 2021. Oui, je sens. Non, mais j'en arrive, ne vous inquiétez pas, il n'est que 26, donc j'ai encore un petit moment. Allez. 30, un peu plus. Bon, ok. Donc, crise industrielle, alors des tensions liées à la transition énergétique sur un certain nombre de métaux
que je qualifierais d'électrique, flamber du prix, tous ceux d'entre vous qui sont venus en vélo électrique, c'est très bien ça, mais dans votre batterie, il y a du lithium, le prix du lithium a triplé, celui du cobalt a doublé, celui du nickel a fait des folies au mois de mars à plus de 100 000 $ la tonne, mais aussi au niveau des produits de base. Si vous avez envie de construire votre maison aujourd'hui, eh ben vous verrez ce que sont les prix des ronds à béton, le prix du bois, le prix même du ciment, etc., lié à l'énergie. Donc on voit bien une forte tension sur l'ensemble de ces marchés qui, heureusement, à l'heure actuelle, se calmerait un peu avec le ralentissement de l'économie chinoise lié au Covid et à la politique de zéro Covid. Un mot qui est quand même important, parce qu'un certain nombre d'entre vous sont aussi des assureurs de vraquiers qui transportent des grains, etc. On a beaucoup titré ces temps derniers sur la crise alimentaire mondiale liée à l'Ukraine. Bullshit. Ça n'est pas lié à l'Ukraine. En réalité, la crise alimentaire mondiale, elle remonte à l'année dernière, elle remonte à l'émergence de la Chine comme le premier importateur mondial de céréales. En 2019, la Chine a importé 17 millions de tonnes de céréales. Elle en a importé 62 millions de tonnes l'année dernière. Donc vous voyez ce que ça représente sur un marché mondial de l'ordre de 350 millions de tonnes. Donc tension, hausse de prix, alors que nous ressentons un peu chez nous, n'exagérons pas, mais que nous ressentons et que ressentent un certain nombre de pays. Aujourd'hui, par rapport à il y a exactement un an, un pays importateur de blé, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique subsaharienne, etc., paient en moyenne 150 $ la tonne de plus leur tonne de blé. Alors ça peut être du blé russe qui sort, vous le savez, ça n'est plus trop, de toute façon. À l'heure actuelle, le problème de l'Ukraine, ça n'est pas le blé. Sur les 20 millions de tonnes qu'il y a encore et qui auraient pu être exportées, il n'y a que 5 millions de tonnes de blé. Le reste, c'est du maïs que ne consommeront pas les cochons chinois ou espagnols. Donc, je passe là-dessus pour en arriver... Si, j'en arrive aux perspectives très, très rapidement, bien entendu. Quelle perspective donner là-dessus ? L'économiste se doit parfois d'être honnête. Je suis d'accord que ça n'est pas toujours tout à fait naturel. Donc, il faut quand même que je prenne un certain nombre de parapluies de sécurité. Mon premier parapluie, il est géopolitique, vous l'imaginez bien. Mon deuxième parapluie, il est sanitaire. Avons-nous terminé, chers amis, de décliner l'alphabet grec ? Je n'en sais rien. Et il n'est pas impossible que de nouvelles vagues de Covid interviennent. Continuez à vous vacciner, ça pourra toujours servir. Enfin, des incertitudes climatiques, non seulement agricoles, mais que sera l'hiver prochain ? C'est là où on souhaite que le réchauffement soit suffisant pour nous éviter d'utiliser trop d'électricité pour nous chauffer l'hiver prochain. Pour le reste, lorsque, en ayant pris ces trois parapluie de sécurité, qu'est-ce que l'on peut essayer d'avancer comme idée ? Il me semble, et ça vous concerne directement, que la crise logistique, elle est là pour durer. Vous savez le temps qu'il faut pour construire un porte-conteneurs, vous savez surtout le temps qu'il faut pour développer de nouvelles infrastructures portuaires, pour retrouver d'ailleurs le personnel nécessaire. Donc il me semble que nous avons une crise logistique qui pourrait s'étendre jusque vers 2024. La crise énergétique, nous allons avoir d'une part une forte tension, et nous le vivons, sur le pétrole. Certains de mes confrères anticipent un baril de pétrole à 175 $ le baril. Honnêtement, tout est possible entre 100 et 200 $ le baril, donc vous voyez ce que cela peut donner. La vraie crise, c'est celle du gaz. Manquerons-nous de gaz cet hiver ? Peut-être pas. Il sera de toute manière plus cher. Le temps où le gaz naturel valait une dizaine d'euros le mégawattheure, c'est fini. Au mieux, on retombera dans la zone des 50-60. Donc cela aura des traductions pour tous ceux d'entre vous qui en consomment, pour le gaz, pour l'électricité, globalement pour la facture énergétique des entreprises, bien entendu, même si cela va accélérer les transitions énergétiques. Sur la crise agricole, tout va dépendre du climat et mettez des cierges à Saint-Rita pour qu'il pleuve cet été sur les grandes plaines américaines de manière à ce qu'on ait de bonnes récoltes de maïs et de soja. Sur les marchés industriels,
avec le ralentissement chinois, les prix pourraient légèrement baisser. Mais n'oubliez pas une dernière chose qui nous concerne, nous, Européens, c'est que tout ceci, nous le payons en dollars. Et nous avons, en 2008, lorsque le pétrole était à 147 $ le baril, l'euro valait 1,60 $. Aujourd'hui, on est quasiment à parité. Ceci explique ce que vous payez à la pompe. Au fond, et là je conclus, je vous le promets, et là je conclus, au fond, ma lecture est celle d'un temps d'une profonde fractale. Et je vous rappelle que si ma lecture est bonne, c'est-à-dire si cette crise 2020 s'inscrit dans l'histoire longue, un peu comme la crise des années 70, il nous avait fallu longtemps, presque une dizaine d'années pour en sortir. Nous en sortirons, c'est certain, mais avec un modèle différent, avec plus d'État, un souci des transitions. Ça, c'est positif. Et puis peut-être, et je le sens quand même monter un peu, un certain retour du bien commun. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est un monde fracturé, c'est un retour des populismes, des nationalismes, des despotismes. C'est que cette fin de l'histoire dont nous rêvions, eh bien, je crois que pour un temps, nous allons devoir l'oublier. Juste un dernier mot, je publie chaque année le rapport Cyclope. Cette année, nous avons titré le rapport Cyclope en utilisant le titre du dernier livre de Stefan Zweig, celui qu'il a écrit en 41-42, juste avant de se suicider au Brésil. C'était le monde d'hier. Oui, dans une certaine mesure, ne rêvez pas, nous ne reviendrons pas avant. La page du monde d'hier est tournée. Et méditez ce vers de Shakespeare dans Richard III qui à un moment dit « Les tempêtes soudaines sont courtes. Oui, nous sommes dans une tempête. Elle se terminera. Mais après les tempêtes, les petites pluies sont beaucoup plus longues. Et c'est malheureusement un temps de petites pluies qui risque de s'ouvrir devant nous pour quelques années à venir. » Je m'excuse de clôturer ainsi Paris-Mat par des mots peut-être un peu pessimistes. Je les crois néanmoins assez réalistes. Je vous remercie.